Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de la rétro de la ECW en compagnie de Alain Ichtertz du Garage Ichtertz à Stuffelweiersheim, ouvert du lundi au dimanche de 9h à 21h30. C'est Alain qui ouvre, c'est Alain qui ferme et c'est vous qui payez. Bonjour Alain. Bonjour Christophe, bonjour Yann, bonjour à tous. Bonjour Alain. Eh bien, attendez, spoiler, je n'ai pas encore présenté l'autre. Il s'agit évidemment de Yann Colby de la chaîne Wrestling Clinic, ouvert bien tous les jours en compagnie en général de Alain Ichtertz et du grand Dim. Bonjour Yann. Bonjour Christophe, bonjour Alain, bonjour à tous. Et est-ce qu'on est en duplex ou pas avec Papy? Il est là cette semaine? Non, si? Ah oui, les petits enfants, c'est l'heure du coffret catch, les petits enfants. Alors j'espère que tu vas bien, mon petit Yann. Eh ben écoute, ça va très bien. Ah bon, alors il me tutoie, le petit genou. Quand on a mon âge, on vous voit, petit saligo. Je suis vraiment désolé, je me confonds en excuses, Papy. Ah oui, un jour, moi, j'ai confondu mamie avec une chaudière à gaz et je peux te dire que les frites n'ont pas eu le même goût. Merci, papy, ça n'a aucun sens. De rien. Bisous à toi et au petit Tichetou. On se retrouve tout à l'heure. Ah, et donc, il est chaud comme l'ab, hein, comme on dit. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine que oui. Alors? Ah, on est parti. C'est le catch aujourd'hui. C'est le catch, effectivement. Et alors, c'est vrai que tu as noté l'épisode 3, mais en réalité, nous sommes à l'épisode 2 de la ECW sur Sci-Fi, diffusé donc, je demande à Alain de lire la date. Ça a été diffusé le 20 juin 2006. Là, il faudrait une salve d'applaudissements, mais heureusement, on n'a qu'une salve, donc voilà. On verra en post-prod ce que je peux faire. Ah, il y a du moyen, effectivement. Bah oui. C'est toi qui payes. Tout est dit, je crois que vous avez compris. C'est pour ça, cette fois, on a de la lumière, on a les rideaux. Bam, première vanne de niveau. Le niveau Kelly, qui est le niveau maximal de la vanne ici dans notre émission. ECW même, je dirais. Bon, allez, hop, remets-nous Kelly encore une fois. Bam! Merci. J'ai bavé. Aïe. Merci. Alors cet épisode commence sur les chapeaux de roue. Et oui, je voulais préciser tout de même que nous étions à Albany, dans l'État de New York, capitale de l'État de New York, à la Pepsi Arena. C'est tout à fait ça. Alors, on n'a pas le nombre de spectateurs, contrairement à la semaine précédente, mais on a 2,6 millions de téléspectateurs, ce qui fait quand même une chute substantielle, parce que de mémoire, la semaine dernière, on était à 3,2. Donc, voilà, 600 000 sur 32, ça fait quand même un bon petit 20%, un truc comme ça. Donc, voilà, on voit, il y a un certain déclin. Effectivement, il faut dire que pour le premier épisode, la WWE avait mis les petits plats dans les grands en annonçant la présence de John Cena, en envoyant directement Edge. Et puis, il y avait évidemment l'effet de surprise. Les gens avaient envie de savoir de quoi il allait en retourner du côté de la ECW. Il faut dire que beaucoup de superstars se sont fait retourner. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce show, mes amis? Vas-y Christophe. Non, moi je voulais simplement dire, est-ce qu'on n'attendrait pas la fin du show pour décrypter le show, ou tu parles du premier show? Non, de celui-ci. Moi, j'aime bien faire un préambule avec le ressenti de chacun pour donner l'eau à la bouche aux téléspectateurs et ensuite rentrer dans les détails pour expliciter nos avis à chacun. L'eau à la bouche, qui est une des plus belles chansons de Philippe Risoli, qu'on a tendance à... Oh, j'ai bavé. Qu'on a tendance à oublier à que garder Cuitas les bananas, mais l'eau à la bouche est une magnifique chanson de Philippe Risoli sur son album Autrement. C'était une petite parenthèse musicale. Très bien. Donc c'était la phase B certainement de ce CD. Certainement, c'était pas une vanne. Hein, Non, c'était un album qu'il avait fait qui s'appelait Autrement. Et c'est ma chanson préférée. Cuitas les bananas, c'est très connu. Mais je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Ah oui, mais ça, c'est Gainsbourg. Non, non, c'est Risoli. Ah donc, en tout cas, tu fais très bien Gainsbourg qui imite Risoli.
Alors, pour tous les jeunes qui nous regardent, hein, Gainsbourg, c'était un petit peu le Matt Pokora des années 60-70 en France. Et Philippe Risoli, c'était le Cyril Hanouna des années 80-90 à la télévision en France. Les choses ont bien changé. Bah oui, c'est la première fois dans aucun monde parallèle où Gainsbourg a été comparé à Matt Pokora, quoi. Oui, mais l'Alsace avant tout, Matt comme on aimait Pokora, à dire. Souffle-Loi avant tout, c'est vrai, c'est vrai. Donc, point pour ce show, je dois être très honnête, je n'ai pas hautement apprécié, mais j'ai pas mal aimé notre main event qu'on découvrira tout à l'heure. Et voilà, je n'ai pas été totalement choqué. Je trouve que c'est un bon petit show qui se laisse regarder. Mais je vais laisser nos camarades en juger. Et bah, maintenant, donnez-moi votre avis également, puisque hein, même si, bon, c'est vrai que je m'en fiche un peu, j'ai quand même envie d'entendre. Alain? Moi, bizarrement, j'ai beaucoup plus aimé celui-là au premier. C'était une. On sent que l'empreinte commence un petit peu à rentrer, que la touche ECW commence un petit peu à prendre. On commence à voir un peu plus comment vont se dérouler les shows, avec du bon et du moins bon hein, aussi. Hein. C'est pas fabuleux par moment, mais je trouve que dans l'ensemble, on arrive quand même un peu plus, on va dire, avec le recul, à analyser les options qu'avait la ECW à l'époque. Très bonne réaction, Yann, merci. Ouais, non, mais c'est très juste. Moi, je sais pas pourquoi cette semaine, je sens que le nom ECW pose problème. Parce que je me suis mis, je sais pas pourquoi, à imaginer que ce show avait un autre nom que ECW. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça aurait été vachement plus cool de faire une sorte d'un truc qui peut s'appeler, j'en sais rien moi, Territory. Ouais. Non, mais genre une sorte de champ de bataille neutre sur lequel viennent se mettre à la fois Raw, SmackDown et la ECW pour aussi perpétuer le mix de tous les rosters, parce que je sens que si on enlève les transfuges du roster principal qui sont estampillés ECW, en fait, il n'y a aucun mec de la ECW qui vont vraiment pusher, j'ai l'impression. Tant qu'il va y avoir du Rob Van Dam, du Edge, du machin, du Orton, du Kurt Angle, c'est bien, il y a une structure avec des big names, mais qui font beaucoup trop d'ombre au reste du roster. Et en tout cas, à ce moment-là, j'ai l'impression que le chemin est presque infranchissable pour builder des mecs qui seront à un moment ou un autre suffisamment légitimes pour qu'on utilise les mecs du roster principal et qu'on les fasse perdre pour pusher de la ECW. Ce qui fait que, in fine, la ECW n'arrivera pas à vraiment se créer son truc. Donc ça m'a... voilà, ça m'a un petit peu... Là, j'ai perçu le problème du non ECW, je sais pas pourquoi. Ah oui, là, tu as détruit la hype en quelques instants. Alors, on était partis, on était euphoriques, on était joyeux, des vannes pourries qui s'enchaînaient. Non, mais... Finalement, non, alors on va arrêter immédiatement, hein, parce que déjà, d'une part, ça fait peur à papy, et d'autre part, ça fait mal aux oreilles. Non, mais, je rigole. Mais je rejoins Alain, j'ai préféré... attention, c'est ça, là. Ces deux choses, je les ai regardées consécutivement, et en les regardant l'un après l'autre, j'ai passé un meilleur moment en regardant ces deux shows. Alors peut-être qu'il y avait un lien d'un à l'autre que nous n'avions pas lors du premier épisode. J'ai passé un meilleur moment que lors du premier épisode télé. Très bien. Bah écoutez, je vous propose de débuter ce show avec le segment numéro 1, comme je l'ai noté ainsi, avec Ariel, qui je crois, moi j'ai noté Ariel, mais je ne crois pas qu'elle nous ait présenté, qui nous offre le résumé de ce qu'a fait la ECW à Raw. J'ai noté menace de Polyman, intervention de RVD, Sabu détruit John Cena, et ce soir, c'est Rob Van Dam et Angle contre Rated R, KO, mais pas présenté ainsi, puisqu'il s'agit de Randy Orton et Edge, et c'est la première fois de l'histoire que Randy Orton et Edge vont faire équipe, ce qui est quand même assez historique pour être noté. Ouais. C'est les débuts de Rated RKO, qui s'appelle évidemment pas encore comme ça. J'ai trouvé que l'intro était chouette, que c'était avant le générique, ça donne quelque chose de frais, de nouveau. C'est une personne que pour l'instant on ne connaît pas. Ariel. C'est la cartomancienne sexy pour le moment. Exactement. Donc Ariel, Shelly Martinez pour ceux qui connaissent, comme dit, qui a rappelé un peu les faits saillants. Je me suis noté que c'était difficile de regarder les cartes, ni les yeux, ni les cheveux, ni les bougies. C'était, elle a une. À cause du décor, là, tu veux dire? Oui. Du décorté, si on veut, plutôt, parce que c'était.
C'était Comme disaient les difficile crevettes. de regarder autre part. Mais j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé que c'était frais, c'était sympathique, c'était juste avant Le générique. avant le Ouais. générique, donc c'était bien. Le premier match du show, alors est-ce qu'on a le droit de s'improviser en tant que fil conducteur? Ah, Bien super. sûr, c'est Yann conducteur en l'occurrence. Le premier match du show, Sabu contre Tony Mamaluke. Moi, j'ai passé un très bon moment. Oui, alors déjà, moi j'ai noté tout de même que on débute avec Sabu qui vient de Bombay en Inde. Alors là, on sent déjà que la WWE a pas tout compris, puisque Sabu, pendant toute sa carrière, a été, en tout cas une grande partie de sa carrière, a été présenté de Bombay dans le Michigan. Et ils se sont dit, mais non, Bombay, c'est pas dans le Michigan, c'est en Inde. Et en effet, Bombay est en Inde, mais Sabu, je crois, n'a jamais mis les pieds en Inde de sa vie. Donc, et on rappelle que ce dimanche, il affronte John Cena à Vengeance, et on revoit l'œil blessé de John Cena. Et j'ai noté, Taz a adoré. D'ailleurs, ça sera l'un des fils conducteurs du show. Taz est heureux. Le mec, on sent que, franchement, soit il lui filait une dose de sucre assez conséquente avant le début de chaque épisode, soit il prenait du soda ou je ne sais quoi, mais il était très heureux. Donc voilà, Taz a adoré. Tony Mamaluke accompagné de Trinity. Taz qui dit vous voulez voir des divas, regardez Raw, SmackDown. Vous voulez voir des Vixen, regardez ECW. Alors pour la petite histoire, j'ai cherché ce que veut dire Vixen. Le savez-vous? Vixen, il me semble que c'est des espèces de playmates qui sont très dénudés, mais pas non plus porno. Alors, dans la culture américaine, Vixen, effectivement, est un terme qui avait été utilisé, je crois, dans les années 60-70 pour quelques magazines et pour des hommes, un petit peu comme le monsieur de Playboy, mais c'est pas ce monsieur-là. Mais il avait fait son gras un petit peu sur ce terme-là. Mais en réalité, c'est un terme, un mot tout à fait anglais qui signifie en français renarde. Donc, vous voulez voir des renardes, c'est sur ECW qu'il faut aller. Et si vous voulez voir des renards des surfaces, c'est Rudy Voleur qu'il faut regarder. Comme disait Alibaba. Alors, Rudy Voleur. Ah, oui, pardon. Je sens que Kelly sera la personne la plus over à la fin de ce jour. Alors que Alain nous fait un décollage à chaque fois. Hein. Il a travaillé pendant longtemps dans les aéroports. Et donc, après avoir sorti cette phrase, Taz glousse. Ça, je l'ai noté aussi. Donc, Taz, il y a quelques instants, il a adoré et là, il glousse. Voilà. Ouais. Bah, moi, j'ai bien aimé ce match parce que violence, bon rythme. Alors, des fois, un tout petit peu trop soutenu. Je comprends la contrainte de temps, mais si le match est court, peut-être faire un tout petit peu moins à l'intérieur parce qu'il y a quand même des spots assez violents et dangereux desquels les mecs se relèvent directement et ils reviennent dans le ring, ils enchaînent sur le spot suivant. Donc, c'était un peu. Ils auraient été plus inspirés, je dirais, de rester 30-45 secondes à l'extérieur du ring après les spots de table et les choses comme ça. Ça, c'était un tout petit peu dommage et ils auraient aussi été, ils en seraient sortis grandis de ne pas faire, en l'occurrence, les spots qui ont suivi juste après, qui étaient à chaque fois moins impactants. Donc ça, c'était un chouïa dommage, mais sinon, c'était une bonne petite surprise. Je m'attendais absolument pas ni à un match entre les deux, ni à ce qu'ils envoient quand même la sauce, quoi. Hein, parce que chaise, table. Ah oui, j'ai un résumé. Hein. Chaise qui rebondit dans la gueule, ouais. Ouais, effectivement. Si vous voulez, j'ai le résumé. Avant cela, je voulais quand même aussi préciser, hein, excusez-moi, parce que j'écoute les commentateurs. C'est une déformation professionnelle. Hein, j'ai l'habitude d'écouter Philippe Chéreau et Florian Gazan le moins possible, je vous rassure. Mais donc, j'ai beaucoup écouté AJ Styles et Taz. Et Styles précise quand même que la semaine dernière… Joey Styles. Oui, Joey Styles, exactement. C'est une déformation professionnelle parce que. Ouais. Oui, j'aime reprendre les gens parce que je suis un connard. Merci Yann. Bah donc, ouais, mais quand je parle à Christophe Ajuste, je me dis pas qu'il va confondre Joey Styles et AJ Styles, hein. J'ai dit AJ Styles? Mais oui. Ah, pardon. AJ Styles. Écoute pas dans la domaine. Joey Styles annonce que la ECW a été le show le plus regardé du câble mardi dernier, donc avec ses 3,2 millions de téléspectateurs. Mais Taz, très rapidement, le reprend et lui dit « Mais attention, Raw a été le show le plus regardé du câble la semaine dernière, donc sur toute la semaine. » C'était quand même à une époque où, effectivement, au niveau audience, ça pétait sec. Et pour le descriptif du match, série de coups de pied de Mamaluke. Ça parle surtout de Cena blessé et du springboard leg drop qu'on a vu à Raw. La rumeur dit qu'il pourrait être là ce soir. C'est jamais. Sabu reprend le dessus. Camel clutch, baseball slide et ça part dehors. Triple jump plancha de Sabu. Moyen champ ECW. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le public est déjà moins chaud que la semaine dernière. Et la semaine dernière, c'était pas déjà très très chaud.
Sabou cherche une table. Mamalouk prend la chaise, se moque de Sabou et finit par se faire contrer avec un jet de chaise dans le ventre. Sabou prend la chaise dans la gueule aussi. Sabou détruit Mamalouk avec un slingshot elbow à travers la table, slingshot, somersault, leg drop et camel clutch. Victoire de Sabou. 3 minutes 20. Eh ben, c'est rapide, 3 minutes Mais 20 non, pour tous ces spots. Tu rigoles, pas 3 minutes 20. C'est le calcul que j'ai fait. Ah, moi, ça me paraissait un petit peu plus long, mais si c'est 3 minutes 20, c'est une performance géniale. Bon, on sent quand même Sabou en pleine forme, je pense, dans une des meilleures shapes de sa life. On sent que c'est la chance de ce boulot, c'est la chance de sa vie. Il y croit à mort. Sabou est bien. Sabou est dans son rôle. On sent vraiment que ça va être un des acteurs majeurs de cette nouvelle version de la ECW. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Mamalouk fait son travail. Il met Sabou over tout en ne restant pas ridicule. C'est pas non plus un squash. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Et je viens de vérifier, c'est 3 minutes 41. Et honnêtement, j'ai pas regardé, mais j'étais moi, j'étais persuadé que ça faisait au moins un bon 5-6 minutes, quoi, tellement c'était dense en action. Bah, c'est parce qu'ils ont fait exactement ce que tu disais tout à l'heure. Ils n'ont pas pris une seconde de respiration. Ils ont fait spot après spot après spot. Bah, on vient de le voir dans mon descriptif. Tu as du slingshot, du somersault, du leg drop, du camel clutch, des chaises et tout. Et effectivement, en moins de 4 minutes. Ce qui est assez fou. Et je suis assez d'accord avec vous. J'ai aussi plutôt apprécié ce match. Faut dire qu'il est rapide. On aime bien les deux catcheurs impliqués. Et c'est la première fois, finalement, depuis un épisode, soit, mais tout de même, qu'un ancien de la ECW, dont on sait qu'il ne va pas être l'un des personnages majeurs, a quand même le droit de ne pas se faire humilier. En l'occurrence, Tony Mamalouk. Parce que dans les épisodes précédents, on l'a vu avec Just Incredible, par exemple, il n'y aura pas beaucoup de place, quoi. Mais là, Tony Mamalouk, mais parce que c'est Sabou aussi, a quand même un petit peu de spot, quoi. C'est ce que je disais au début, c'est que tant qu'ils ne sont pas face à soit des mecs du roster principal, soit des mecs du roster principal qui sont devenus estampillés ECW, entre eux, ils ne risquent pas grand-chose, en fait. Mais c'est dès qu'ils sont confrontés à des big names que c'est un petit peu la bérésina, quoi. Tout à fait. Alors oui, segment 3, exactement. Ouais. Salut, je suis Kelly. La semaine dernière, j'étais si excité que j'ai pas pu dégrafer mon soutien-gorge. Mais cette semaine, je vais vous montrer tout ce que j'ai. Alors, ne bougez pas. Tout ça en se caressant la cuisse comme s'il était en train de se mettre du synthol. Ai-je noté. Comment tu écris synthol ? Très mal. Très mal. Je me suis dit, personne ne saura comment je l'écris, alors je l'écris n'importe comment, et il faut quand même que tu me demandes, parce que oui, je ne sais pas comment on écrit Saint-Ol. Ah non, mais c'était une blague avec les T-H-O-L-E. Ouais, bah c'est bon, non, mais c'était une blague avec Saint, évidemment. Ah mince, j'ai pas d'humour. Donc vous allez vous en rendre compte, plus ça va aller, enfin vous le savez déjà, hein, Yann et Alain, mais amis téléspectateurs, vous allez vous en rendre compte de plus en plus, je n'ai aucun humour. Mais moi j'ai trouvé ce segment gênant. On sent qu'elle bien qu'elle soit très jolie, on sent qu'elle n'a jamais appris à être sexy. Tout à fait. Et justement, je trouve qu'elle. Après, on va laisser un petit peu Alain parler. Je trouve qu'elle est trop chou et elle pétille trop des yeux pour être une exhibe genre sexy de manière presque vulgaire. Oui. Elle est trop douce. Elle a un visage trop doux pour être une nana qui veut se mettre à poil à tout prix. Bon, après, on va en parler. Je pense qu'on va débattre là-dessus toutes les semaines pendant bien longtemps. Moi, j'aime beaucoup le Extreme Exposé. Exposé. Je trouve ils essayent quelque chose. Ils essayent quelque chose de différent. Kelly, c'est vrai que c'est peut-être pas le visage qu'il fallait ou même peut-être le corps qu'il fallait utiliser. Oh là là, le bleu. Qu'il fallait utiliser. Mais je pense que si on avait mis Candice Michel ou quelqu'un comme ça, on sent, comme dirait Bernard Frédéric dans Podium, qu'elle a les yeux qui crient braguette. Et je trouve que Kelly n'a pas justement ce regard-là. Ça peut être un peu... Oui. Je viens de vérifier, elle est toute jeune, elle a 19 ans. Donc l'âge, par exemple, de Alia, elle a 19 ans à l'époque. Elle est née en 87. Kelly. Donc, je n'ai pas vérifié d'ailleurs au niveau de la date si elle les avait déjà, ces 19 ans. Donc, elle a soit 18 ans bien placé, soit 19 ans, tout juste 19 ans. Mais donc, elle a l'âge d'Alia. Et on sait qu'aujourd'hui, l'histoire entre Alia et Murphy fait un petit peu scandale, entre guillemets. Mais alors là, en 2006, il y a 14 ans, le fait que Kelly veuille se dévêtir chaque semaine à la télé, ça faisait mais pas du tout scandale. Enfin, tout le monde s'entend.
là, je pense vraiment que ça pourrait être, en 2020, ça n'existerait jamais. Elle peut avoir 35, 40, 20, 25. Ça, ça met vraiment pas en valeur la condition féminine. C'est pas bien. En 2020, ça n'existerait jamais. Et je trouve que Kelly Kelly a la tête de la Girls Next Door, un petit peu comme ça, que ça pourrait être ta copine. Moi, ça me déplaît pas. Ils essayent quelque chose avec Kelly Kelly. Ouais, moi je trouve que c'est toujours du mauvais goût, pensant bien faire pour donner une dose de controverse au public ECW qui supposément en cherche. Mais juste 2 trucs par rapport à Alia, effectivement. D'une part, Kelly Kelly, là tu vois, moi je tombe des nues, hein, sans mauvais jeu de mots pour le coup, quand tu me dis qu'elle a 19 ans, parce que tu me dis elle en a 29, je te dis ok, ça marche aussi. Et Alia aussi, elle fait plus enfant et elle est accompagnée de la famille. Donc déjà, son personnage est un enfant. C'est pas une femme qui s'est déjà émancipée, quel que soit son âge. Et Alia, on l'a vu à l'écran quand elle avait 12 ans avec sa famille également. Donc c'est pour ça qu'on a un peu avec Alia, mais il faut pas, voilà, quand je vois Alia avec Murphy ou avec Rollins et tout ça, je me dis ne touchez pas, c'est une enfant. Alors que oui, elle a que 19 ans, mais on l'a vu pleurer sur le ring devant CM Punk 10 ans ou 12 ans avant. Donc on l'a vu grandir. C'est comme Dominique. Dominique, quand il catch, on se dit c'est pas, il a pas l'âge de catcher. En fait, sans doute que si, quoi. Oui, mais on l'a vu grandir. C'est nous qui n'avons plus l'âge de faire quoi que ce soit, maintenant que Dominique a l'âge de catcher, quoi. C'est surtout ça, quoi. Oui. Ensuite, on a une promo de Rob Van Dam. Oui. Il se présente comme le catcheur préféré de tous et le sien aussi. Et ce soir, il va catcher avec le héros olympique. Il affronte Edge et Randy Orton de Raw. Ce soir, ils vont prendre un bottage de cul extrême et il doit partout. Il doit partir rouler, si on voit ce qu'il veut dire. Il fait une petite jeu, I'm going to roll, if you know what I mean. Et j'ai marqué, on voit. Merci, on a compris. Et il se refait un Rob Van Dam avec le public pour le plaisir avant de partir. Mais c'est pareil, c'est assez dingue parce que quelques mois auparavant, Rob Van Dam, tout le monde le faisait avec lui, quel que soit le show. Et là, c'est la ECW, c'est Rob Van Dam, il est champion. Et on a l'impression qu'en devenant champion et en allant à la ECW, il a perdu 50 points de overness, quoi. Ouais, moi j'aime beaucoup Rob Van Dam et j'aime bien aussi ses promos, etc. Mais là, on se rend compte quand même que il est à un stade où il faut pouvoir changer de registre dans ses promos. C'est-à-dire qu'il peut faire ses promos, ouais, vas-y, c'est cool, machin. Mais quand tu es champion, il faut arriver aussi à jongler et changer de registre pour faire des promos crédibles, sérieuses, en disant je vais casser la gueule à Edge. Et je pense que c'est ce changement de registre qu'il n'arrive pas à faire, qui l'a empêché de vraiment soit rester au sommet quand il a été propulsé comme c'est le cas maintenant, ou alors d'avoir pu accéder au sommet comme c'était le cas avant, par exemple Unforgiven 2003 contre Triple H, où tout le monde disait Triple H a enterré Rob Van Dam, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, même s'il est cool en main event, etc., il n'arrive pas à te parler pour te faire croire qu'il est vraiment un main eventer qui peut rivaliser avec des Triple H et des Orton et compagnie. Moi, je suis un peu gêné aussi par le ton qu'utilise Rob Van Dam, un peu le ton cool, soyez mon ami et tout ça. Et je me suis noté un petit truc, c'est que dans One Shang 2005, donc le premier, quand Rob Van Dam vient faire sa promo sur le ring avec Bill Alfonso, il dit à Bill Alfonso, tu te rappelles de l'époque où je pouvais faire des promos sans juste être le mec qui dit cool or whatever ou des trucs comme ça. Donc peut-être qu'il a été un petit peu bridé dans ses promos aussi, mais l'intonation, pour moi, j'adore Rob Van Dam, mais de tout mon cœur. Mais pour moi, c'est pas une promo d'un champion de la WWE. Je partage vos arguments et votre analyse. Je suis assez d'accord avec ça, et c'est peut-être pour ça que ça ne va pas fonctionner comme on l'aurait espéré, mais de toute façon, on n'aura pas forcément non plus le temps de voir beaucoup. Mais on passe au segment suivant avec AJ Styles qui dit qu'il n'y a que à la ECW qu'on peut voir le Big Show. Et donc à se demander si c'est vraiment un argument à mettre en avant. En tout cas, Tommy Dreamer a été éliminé par le Big Show la semaine dernière et il est là pour une promo. Big Show, la semaine dernière, tu as dominé.
tu as pu découvrir ce qu'était le hardcore. Mais si tu veux savoir ce que c'est vraiment et te faire un nom à la ECW, tu dois m'affronter. Il faudra me passer dessus. Ah, d'accord. Ok. Ah, en plus, c'est une invitation au voyage. Donc, il claque le Big Show et le paye direct. Pas d'arbitre, pas de match. Dreamer se fait démolir. Le public s'en tamponne. Cobra Clutch, Backbreaker, puis Slam. Big Show, qui a toujours pas dormi, se casse. Alors, ok, soit, effectivement, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin. Mais on notera que c'est le Big Show qui rentre en premier dans le ring. Et ensuite, c'est Tommy Dreamer qui lui dit « Tu m'as éliminé, hardcore, blablabla, blablabla. » Dans un monde logique, parce que j'essaye toujours de chercher un peu de logique, si Tommy Dreamer n'était pas venu pour dire tiens, je profite que tu sois dans le ring pour te casser la gueule », qu'est-ce qu'il serait venu faire? Il était là pourquoi, le Big Show? Il était certainement là pour demander si quelqu'un avait des pilules pour dormir. Personne n'a vu les clés de ma bagnole. Ouais, ma bagnole. Non, mais c'est vrai, oui, effectivement. On ne sait pas pourquoi il est venu. En même temps, un mec, quand tu vois ses cernes, encore une fois, qui n'a pas dormi depuis autant de temps, tu peux comprendre qu'il est vénère et il voit un ring, il y va, quoi. Tu vois, je me dis, bon, tant pis, j'ai pas dormi, j'y vais, quoi. Bah oui, mais à ce moment-là, tu le fais juste dans l'autre sens. Tu fais venir Tommy Dreamer, tu lui donnes le micro, tu fais hey, Big Show, tu crois que tu t'en tires à si bon compte en m'éliminant la semaine dernière? Eh ben non, ramène ton gros cul de mec qui dort pas depuis 6 ans et tu vas voir ce que je vais te montrer le hardcore. Donc, présenté comme ça, on s'attend direct à avoir ton petit oiseau. Hein. Moi, je me trouve un petit peu dur parce que je trouve que la promo de Dreamer est intense et sympathique. Et je suis pas grand fan de Tommy Dreamer, évidemment. Mais je trouve qu'il met de l'intensité. Oui, je les avais. Pourtant, je l'avais dans une E-Fed. Je pensais que tu allais direct dire ça. J'avais Tommy Dreamer dans une E-Fed à l'époque, en 2000 ou en 99. Bon, je sais plus. Et non, bien avant d'ailleurs. Et je trouve que Tommy Dreamer, on sent vraiment que c'est l'âme de la ECW qui l'envoie pour ça, pour dire voilà, pour faire comprendre au public que le Big Show doit se faire accepter en tant qu'élément de la ECW en entrant en interaction avec Tommy Dreamer. Mais j'ai trouvé ça pas si mal que ça. Après, je pensais vraiment qu'il allait y avoir un match. Personnellement, je reste classique. Je vois 2 catcheurs habillés dans un ring. Pour moi, il manque juste un arbitre pour un match, quoi. Donc, et là, je crois que c'est encore un exemple de la WWE, et c'est un petit peu comme avec Kelly Kelly, qui n'a pas forcément compris ce qu'était la ECW, parce qu'elle a dû se dire, ouais, la ECW, il peut y avoir des meufs à poil, il peut y avoir de l'imprévu, et de l'imprévu, c'est des mecs qui se tapent sans qu'il y ait forcément d'arbitre. Alors que, mine de rien, certes, évidemment, ça arrivait aussi à la ECW. Il n'y avait pas de règles, mais il y avait quand même assez souvent des arbitres. Même s'ils n'étaient pas forcément dans le cadre d'un match, il y avait toujours un arbitre dans le coin, il y avait toujours quelque chose qui rappelait que… Et là, je pense que c'est la WWE qui a voulu faire de l'impromptu, quoi, de l'inattendu. Bah, là-dessus, oui, c'est vrai. Et c'est d'autant plus mal fait si on veut refaire de la ECW, parce que souvenez-vous, tous les pay-per-view ECW où des mecs commençaient à se friter, systématiquement, il y avait un arbitre qui venait qui disait ah bah allez les mecs, match, allez. Et voilà, bah oui. Et l'autre chose, c'est ce que tu disais, Alain, que Tommy Dreamer, c'est le cœur de la ECW. C'est le cœur de la ECW, mais pour ceux qui ont connu la ECW. C'est-à-dire que là, sur les 2,6 millions et puis ceux qui sont dans la salle, les gens ne mesurent pas qui est historiquement Tommy Dreamer pour la ECW. Donc pour le mettre face au Big Show, je vais grossir le trait exprès, mais que ce soit Tommy Dreamer ou Tony Mamaluke, aujourd'hui sur cette émission, c'est quasiment la même chose. Donc il aurait fallu d'abord builder éventuellement, mais ça c'est une autre question. Pour moi, Tommy Dreamer ne représente rien à ce moment-là de l'histoire du show ECW depuis 2 semaines. Bah, là, je suis vraiment pas d'accord avec toi parce que Tommy Dreamer, pour le grand public, c'est pas Danny Doring ou c'est pas Tony Mamaluke. Il était quand même là depuis longtemps. Il a feudé avec Undertaker à lui boire son jus de chic et à manger des cheveux, des choses comme ça, pour montrer son côté extreme à l'époque 2001-2002, mais toujours avec un t-shirt ECW, quoi. Il a toujours représenté, depuis qu'il est à la WWE, le heart and soul, comme on dit, de la ECW. Et à One Hand également, c'est vrai, pour pondérer un peu ton propos, déjà à One Hand, il était vendu comme l'âme de la ECW en faisant équipe avec Terry Funk. Et on sort de One Hand deuxième du nom, donc c'est vrai que normalement, dans l'esprit et la mémoire des fans, c'est encore frais.
Mais bon, en tout cas, là, il se fait tabasser par le Big Show et le Big Show se casse. Donc, voilà, bon. Je ne sais pas si ça a particulièrement fonctionné. En tout cas, on sent qu'ils ont un gros plan pour le Big Show et on sent qu'ils veulent à tout prix que le Big Show soit détesté. Ce qu'ils n'avaient pas forcément réussi jusqu'à présent. Là, on sent que petit à petit, ça commence à venir. Je vous propose de passer au segment suivant ou vous avez encore quelque chose à dire? Non. Ah bah non, on a tellement à dire avec le segment suivant qu'il faut passer à ça maintenant. Quoi. Parce que, attention. Attends. Oui. D'abord, il y a Matardi qui a mangé Gangrel. Ah ben moi, j'ai même encore avant. On revoit Orton taper Angle et on nous rappelle le main event. 4-4 Voilà, ensuite, un autre. Ça rappelle les grandes heures. Eh oui, le 4-4, les années 70, la libération. Non, papy, ça va. Tout va bien, merci. Oui, je peux vous dire que moi, ça allait très, très bien à l'époque. Je sautais de l'armoire sur le chauffage, sur mamie. Non, c'est bon, on a compris. Donc, 4-4. Je croyais que c'était le coffre à catch. Merci. Oh, purée. De rien. Donc, 4-4. Et ensuite, un vampire, point d'interrogation. Là, ça commence à se vérifier de plus en plus. Je crois qu'ils ne disent pas encore le nom. Non. Mais il y a de plus en plus d'indices, quoi. En plus des dents, voilà. Quoi. Oui, c'est un vampire qui, les loups en général ou les loups-garous vont, comment on dit, Howl at the Moon, comme on le dit en français. Désolé de faire mon américain. Hurle à la nuit. Voilà, hurle à la lune. Et là, en fait, il va un peu hurler à l'extérieur du ring sur l'annonce du show ECW. S'ils veulent mettre en avant un vampire, c'est pas si mal que ça. Non, après, effectivement, on peut se demander pourquoi ils veulent mettre en avant un vampire. Mais à partir du moment où ils décident de mettre en avant un vampire, oui. C'est bien, je trouve que c'est mignon. Alors après, on a quelque chose d'absolument fabuleux. Oui. D'accord. Ouais. Voilà. Macho Libre, effectivement. Alors, pour ceux qui n'auraient pas la référence, il s'agit évidemment d'un clin d'œil à un film extrêmement nul que personnellement j'ai détesté. Nacho Libre avec Jack Black. Je sais qu'Alain aime beaucoup Jack Black depuis son film Rock'n'Roll Academy. Rock Academy, The School of Academy. Rock. Exactement. Qui, je voulais quand même le préciser, Nacho Libre, donc ce film, est lui-même un remake d'un film mettant en scène Jean Reno, L'homme au masque d'or, qui est un magnifique film pour le coup, qui lui-même raconte l'histoire de ce catcheur de Mystico, qui était donc Sin Cara à la WWE, première version. Au Mexique, s'appelait Mystico, et il avait été élevé et on lui avait appris le catch dans son histoire de personnage, hein, évidemment, par un prêtre catcheur. Et ce prêtre catcheur aurait véritablement existé et a été mis en scène dans un film avec Jean Reno, L'homme au masque d'or, film magnifique dans lequel joue Yokozuna notamment et d'autres catcheurs, mais j'ai oublié. Et il ne repasse plus jamais nulle part. Donc ça fait de longues années que je ne l'ai pas vu et je ne saurais pas du tout où on peut le revoir. Mais si vous ne l'avez pas vu, mon cher Alain et Yann et amis spectateurs, je vous invite vivement à essayer de le trouver. Parce que franchement, c'est extrêmement bien fait. C'est un des meilleurs films sur le catch fait que j'ai pu voir de ma vie. Et Nacho Libre est un film des années 90-2000, je ne sais plus, fin 90, début 2000. Je pense qu'on était pile poil dans l'époque. Hein. Je dirais c'était même du 2002-2003. C'était encore vachement contemporain. Et c'est un remake totalement humoristique de ce film-là, et pour moi totalement loupé avec Jack Black. C'est que de la vanne merdique, pourrie. Voilà, ça me plaît pas. Nacho Libre 2006. Voilà. Ah, bah ok. Oui, ils étaient donc carrément dans l'actualité. Carrément contemporain, ouais. Donc, j'ai mis Nacho Libre, film de merde. C'est Jim Neddar qui imite Randy Savage. J'ai l'impression qu'ils ont fait revenir Jim Neddar, quoi. Alors évidemment, on dit Neidhart, hein, mais pour les pas anciens, c'est comme ça que l'appelait Édouard Carpentier, le commentateur de l'époque, Alain et moi. Il l'appelait Jim Neddar. Donc pour moi, c'est Jim Neddar qui imite Randy Savage, sauf qu'il parle un peu en espagnol et répète tout deux fois. Taz est trop heureux. Taz est trop heureux. Savez-vous qui est sous ce Macho Libre? J'ai pas cherché, non. Moi, j'ai un doute. Bah, pour moi, c'est Jim Neddar. Eh ben, moi j'ai vu un tatouage et je me suis dit, attends, mais je connais ce tatouage. Et en fait, c'est Tony DeVito. Ah bon? Ouais. D'accord. C'est donc pour ça qu'il était autant habillé quand il catchait?
Visiblement, mais en tout cas, alors moi, alors après, on va parler du segment. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, le mec Tony DeVito, donc je vais mettre une photo dans quelques instants. Il a jamais eu de vraie personnalité. Soit c'était un jobber au milieu des années 90, à Superstar ou des choses comme ça, ou alors à la ECW, c'était un street thug, donc c'est un mec de la rue, un bagarreur. Alors que là, en 90 secondes de micro, moi, j'ai trouvé que le mec il avait une très bonne personnalité, une très bonne diction, une très bonne intonation. Il avait vraiment fait un super boulot au micro. Et je me suis dit, quel dommage, parce que dans d'autres circonstances, il aurait pu percer avec un personnage qui l'aurait mis en avant avec un micro et faire des promos, quoi. Certainement. Après, ce personnage-là, mine de rien, c'est un peu du calibre de Eugene ou de Santino Marella. Il y avait peut-être effectivement moyen de le faire vivre plus longtemps et de lui donner une vie. Et effectivement, De Vito, en dessous de ce masque, je ne savais pas que c'était lui, semble avoir de la personnalité et quelques talents d'imitation. Donc, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose, mais bon. Et donc, évidemment, c'est le segment Sandman. Oui, c'est ça. 5 fois champion de la ECW. Ça, il le précise à chaque fois. Est-ce que c'est une bonne chose de le préciser à chaque fois, vu ce qu'il fait? Bugs Bunny. Oui et non. Alors oui, j'ai aussi pensé à Bugs Bunny. Et il y a une petite présentation à l'ancienne avec un écran coupé, comme on le voyait dans les années 80, un petit écran dans l'écran. Et il dit « Je suis le Sandman, je bois de la bière et je chasse les femmes. Si vous vous mettez sur mon chemin, je vous canne. » Alors bon, déjà, on ne l'a jamais vu chasser aucune femme, mais il précise. Et finalement, Sandman le tabasse, il picole, Wild Russian Leg Sweep, Taz est trop heureux. Non, Taz est heureux, vraiment. Taz était vraiment heureux à cette période-là de sa vie. Je ne sais pas s'il avait une nouvelle meuf. Voilà, effectivement, Tony DeVito. Tony DeVito, donc il a été champion à la Ring of Honor, CW, enfin plein de trucs, mais jamais avec un micro, toujours dans un rôle de bagarreur, mauvais mec, quoi. Bah, c'était le cliché jusqu'à très récemment, presque jusqu'à Santino Marella. Autant pendant des années, les Samoans avaient la tête dure, donc les coups de boule, autant les Italiens étaient forcément des mafieux ou des hommes de main ou des hommes d'hier. Des hommes d'hier. D'hier. Ah, des hommes d'hier. Ouais. Mais oui, je suis pas certain que ce soit la meilleure recette pour mettre over le Sandman, qui est déjà revendiqué comme 5 fois champion de la ECW, parce que là, pour le moment, il se frotte qu'à du menu frottin. Ouais, il fait rien, oui. Je pense qu'ils veulent le faire passer pour, encore une fois, le personnage qui ramène un peu de crédibilité, mais sans que ça fonctionne vraiment. Mais à la ECW, comme Edge, à un moment, avait été le mec qui chassait la connerie. Stupidité, ouais. Je m'étais complètement noté ce parallèle, mon cher Christophe, que Sandman arrive systématiquement pour chasser la stupidité, un peu comme Edge en 2010. Donc voilà, bon, c'est la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière avec notre ami le Zombie. Le Zambé. John Cena arrive. Oui, alors d'abord, Eman parle à l'arbitre enfant, et je notais, parce qu'il y a un arbitre enfant, il faut le rappeler. Non, mais c'est bien, encore une fois, on dénonce du côté de la ECW le travail des enfants. Donc Paul Heyman parle à l'arbitre enfant et Sida est là. Alors Heyman dit « Va chercher tout le monde, c'est l'heure de l'action !» Voilà. Donc là, il y a une pub. Je pense que les gens étaient on the edge of their seat. Heyman motive les troupes. Cena entre dans les vestiaires. Rob, Sabu, ordure, dit-il à Paul Heyman. Et il est là parce qu'il a une offre. Il sait qu'il n'est pas aimé à la ECW. Il n'aime pas les attaques par derrière. La bagarre, c'est dimanche. Paul peut ramener qui il veut. Il veut Cena contre Sabu dans un extrême lumberjack match. Sabu dit deal. 2e épisode de la ECW sur WWE et Sabu parle déjà. Bravo. Et Cena se casse. Merci d'être venu. Bon, Paul Heyman le ceinture quand même de peur que celui qui est le plus petit à l'écran de tous les mecs qui sont là fasse quelque chose à John Cena qui pourrait éternuer et le mettre par terre, quoi. Sabu est quand même un homme dangereux. Oui, mais à ce moment-là, donc tu as John Cena et Sabu qui arrivent à l'épaule de Paul Heyman et qui le ceinture comme ça. Tu dis pas qu'éventuellement il peut faire du grabuge. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce segment, mais moi j'ai beaucoup aimé l'image où on voit Cena débarquer sans personne, se mettre au milieu de tous les catcheurs ECW. Bon, là, c'est vraiment le super-héros John Cena
2006 hein, qui débarque avec la casquette, le cocard on salue Christophe, le cocard à l'œil qui allait très bien. Mais après, je me suis fait une réflexion en voyant ce segment. On a vraiment Polyman avec pratiquement, on va dire, tout le roster des anciens de la ECW. Est-ce que ces mecs-là peuvent être copains s'ils sont dans la même fédération à se battre toutes les semaines de manière un peu prise à droite, à gauche? Ça, je suis pas sûr. Et j'ai trouvé que le roster était décrédibilisé effectivement devant Cena. Yann. Moi, je vais te dire que oui. Parce que je prends l'exemple de la feud WCW-NWO qu'on review chaque semaine sur la clinique. Même s'il y a des rivalités à la WCW, le mal suprême de la NWO transcende toutes les animosités. Et à un moment ou un autre, les mecs sont capables de mettre leur rivalité de côté pour s'allier temporairement, pour combattre le grand mal de la NWO. Et là, je pense qu'ils peuvent être capables de faire la même chose pour combattre le grand mal, c'est-à-dire SmackDown ou Raw. D'accord. Ben voilà, il a convaincu. Hein. Mesdames et messieurs, si vous avez des gens qui doutent dans votre entourage, appelez Yann. Appelez-moi. 3 phrases, le mec il vous convainc quiconque. Ben non, mais je vais évidemment respecter son argument qui tient la route. Bah, t'as le droit de dire je suis pas d'accord. Non, mais ton argument tient la route. Et je pense que c'est justement à nos fidèles auditeurs de s'en faire une idée. Je trouve que c'était un petit peu décrédibiliser le roster qui se retrouve comme ça, même pas dans un vestiaire, dans un espèce de parking, couloir. Vestibule. Vestibule avec Jill Goodacre. Voilà, exactement. Il y a Balls Mahoney, il y a Justin Credible, Stevie Richards. Cena les regarde dans les yeux, genre t'es qui? Donc c'est un petit peu, ouais, ça décrédibilise un peu le produit. Bah, effectivement, avant que Cena arrive, Christophe, je sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce qu'ils foutaient les mecs là? Vous avez pas un vestiaire? Vous avez pas Ah mais non, mais cantine? ils avaient été convoqués. C'est là que c'est le segment d'avant. Paul Heyman avait dit à l'arbitre va chercher tout le monde. Attention, ça va partir en vrille. Donc ils avaient été convoqués. Ils attendaient John Cena et John Cena arrive. Donc en plus ils sont nuls parce que les mecs attendent que le mec arrive et ils le voient même pas arriver. Il rentre dans le vestiaire. Ah il est là. Merde. Il est déjà devant la porte. Ouais. Donc c'est vraiment grosse organisation. Enfin bon. Segment 11. Allez Alain, c'est pour toi. C'est le moment de la renarde, Kelly. Ah, eh oui. Mais alors, je vais revenir sur la fabulosité de ce segment. Sans évidemment vous donner des détails. Kelly arrive, très souple, très à l'aise avec son corps, très à l'aise avec les chaises. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler, monsieur Ajuste. Je n'ai pas coupé la parole, me coupez pas la parole. Hein. Là, c'est l'amour, et encore, moi je dirais que c'est l'entrejambe qui parle, parce que moi je vais marquer, elle galère à marcher avec les immenses talons de ses bottes, elle n'a visiblement jamais dansé de sa vie, ils lui ont payé un soutien-gorge qui s'ouvre par devant, donc ça c'est quand même une amélioration par rapport à la semaine précédente, et ensuite effectivement il se passe quelque chose. Mais alors je la trouve mal à l'aise au possible. Ah mais complètement, moi je me suis dit, s'il y a une nana qui était pas en phase avec le rôle qu'on lui attribuait, c'était Kelly. Bah c'est tout à fait ça. Oui Alain. Non, Alain est amoureux. Alain est amoureux. Moi, je ne juge pas. Non, on ne juge pas l'amour. On peut tout dire en amour. Le bleu lui va ravir. Mais non, mais après, peut-être que c'était pas la personne idoine pour remplir ce rôle. On est d'accord. Mais encore une fois, le personnage, ils essayent quelque chose. Et justement, on a les débuts de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Au moment où Kelly veut... Non, on ne le connaissait pas, on est d'accord. Non, mais justement, je me dis, pauvres gens, parce que Kelly, on ne la connaissait pas avant, bonjour, voilà, en 2 segments, la meuf est déjà foutue pour le reste de sa vie, et le monsieur derrière, bon, voilà, c'est pas beaucoup mieux, mais bon, je t'en prie. Michel Frappe. Voilà, c'est ça. Donc, on a quelqu'un qui arrive, qui s'avérera dans le futur être Mike Knox, et qui vient lui mettre la serviette dessus. Alors, je me suis noté que pendant le Kelly exposé, le public ne réagit pas trop, mais par contre... Mais zéro réaction. Zéro. Donc, le public comprend qu'elle ne se mettra pas nue, mais non. Quand il y a le teasing du soutien-gorge, enfin non, même elle l'a enlevé, il y a Mike Knox qui arrive donc pour lui mettre une serviette, mais là, pour une hit de sauvage, quoi. De fou. Hein. J'ai gagné. Non, et je pense qu'on va peut-être dire la même chose. À mon avis, sont rajoutés.
Oui, c'est pas la foule. Et la semaine prochaine, c'est la même chose. C'est pas la foule. Impossible que le public, à mon avis, ils regardaient même pas les gens. Je me demande même s'ils ont tourné ça devant le public tellement ils s'en tamponnent. Ouais. Par contre, il y a juste un gars au premier rang qui gueule: qu'est-ce que tu fais? What are you doing? C'est tout, le gars tout seul. Et évidemment, Taz est pas heureux. Ah non, là, c'était pas moi, là. C'était le gars au premier rang. Ah bon, bah merci, papy. Bah de rien. Je retourne. Oui, retourne. Mamie. Donc, ouais, c'est du comment, je sais pas comment dire. Quel est le terme technique en français, Christophe, pour pipe in quand tu rajoutes un son par-dessus là? Ah oui, parce que pipe in, j'en avais quelques-uns à proposer, mais ça n'a rien à voir avec le son. J'ai aucune idée. On rajoute un son. Hein. Excuse-moi, 20 ans de télé, mais j'ai rien appris. Très bien. Voilà. Moi j'ai mis, je ne sais pas ce que je regarde. Ouais. Bah si, moi je regarde la déchéance d'une pauvre fille qui, quand même, a pas l'air malheureuse d'être là. C'est ce qui est plutôt rassurant. Elle a l'air d'essayer, quoi. On sent qu'elle a envie de bien faire, mais elle est nulle. Mais ce qui la rend encore plus touchante, je trouve, parce qu'elle est quand même très mignonne. Mais on se dit dans sa vie personnelle, elle a jamais visiblement joué les filles sexy. Elle a jamais joué trop de son physique. T'as presque l'impression qu'elle se rend pas compte que effectivement c'est une très jolie fille, quoi. T'as l'impression que elle a vécu toute sa vie en pensant qu'elle n'était pas très jolie et qu'elle n'avait pas forcément de quoi jouer de son physique. Donc moi, ça la rend touchante pour moi. Mais sinon, c'est malheureusement ridicule, quoi. C'est pour ça que je me retrouve beaucoup en Kelly, tu vois, parce que moi aussi, j'étais toute ma vie, je me suis dit que je suis pas très beau et que je peux pas vraiment jouer de mon physique. Et segment numéro 12, donc Edge, Spear, Rob Van Dam la semaine dernière, main event coming next. Segment 13, un clip de présentation de test. Étonnamment, aucune image de son presque mariage avec Stephanie McCount. C'était pour placer McCount. Toc. Moi, ça, par contre, j'ai beaucoup aimé. Des petites vignettes comme ça où on va avoir la primeur de savoir quel catcheur va être dans ce roster. Je trouve que l'annonce est bien faite. La musique pas géniale, mais l'annonce est bien faite. Et en plus, on voit plusieurs fois Scott Steiner dans cette annonce, dans les petits segments de test. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Ouais, parce qu'à cette époque, ça fait quoi? Ça fait 2 ans à peu près qu'il est plus là, test, non? C'est ça. Et si je ne me trompe pas, là, il va revenir et devenir le compagnon dans la vie de Kelly. C'est là qu'ils vont se rencontrer et ils vont sortir ensemble pendant pas mal de temps. Segment numéro 14, exactement le main event. Entrée de Edge et Lita. Edge fait l'amour au ring comme si c'était Beulah. Rappel, Rob Van Dam contre Edge à Vengeance ce dimanche. Promo, ECW sucks. Le public, il suck aussi. Entrée d'Orton. Rappel, Angle contre Orton à Vengeance. Angle avait cassé la cheville d'Orton il y a 2 mois. Première fois de l'histoire que Edge et Orton font équipe. Voilà. Moi, j'ai bien aimé la structure du match. Ah, on n'est pas d'accord. Ok. Ah bon, bah écoutez, moi, j'avoue que j'en avais rien à faire. Donc, moi, je me place au milieu. Non, moi, j'ai bien aimé le match. Je n'irai pas jusqu'à la structure parce que ça fait déjà plusieurs jours que je l'ai regardé et j'ai tapé beaucoup de notes que je me ferai un plaisir de vous lire dans quelques secondes. Mais bon, bah, c'est un bon main event et on sent quand même qu'on a affaire à 4 professionnels de la profession qui savent faire monter les choses et obtenir en fin de match un public qui est dans le match, quoi. Je trouve que ce match, pour moi, dans ce match, c'était vraiment criant que Angle va être plus crédibilisé et mis en avant que le propre champion Rob Van Dam. Je trouve qu'il prend la hit et Rob Van Dam pendant très longtemps. Alors, question à vous, Booker / catcher / dieu de la guerre. Est-ce que c'est au champion de prendre la hit comme ça aussi longtemps dans un match tag team? Ben, disons que la réflexion est peut-être dans l'autre sens, c'est-à-dire qui doit faire le comeback. Et je pense qu'effectivement, à ce moment-là de l'histoire, Angle générerait plus de réactions auprès de la foule que Rob Van Dam pour un comeback. Ça, c'est mon avis, juste par rapport au fait qu'il soit plus superstar. Donc, par défaut, Rob Van Dam va prendre la hit, même si on est dans une situation... bon, c'est un peu... voilà, on est un peu le cul entre deux chaises. C'est pas... Moi, je le vois comme ça. Parce que le comeback doit avoir plus d'importance que la hit, parce que c'est la fin d'un show, c'est la fin d'un match qui sont toujours des moments clés du catch et pas forcément le corps qui les précède.
Effectivement. Bah, les deux fonctionnent, hein. Moi, je me souviens de la Mega Powers où c'est souvent Macho Man qui prenait la hit alors qu'il était le champion en titre. Mais ça colle avec ce que tu dis, puisqu'on sait que la WWE avait quand même un petit peu plus confiance, entre guillemets, en Hulk Hogan. Donc, avait tendance à le protéger un peu plus. Mais tu dis aussi, Yann, par rapport à l'explosivité du comeback derrière, du retour de l'équipe de gentils, c'est vrai que Angle a l'explosivité de ses souplesses, de son nouveau style d'ailleurs extrême, où il hurle à tout va avec son dentier, enfin son protège. Mais Rob Van Dam avait aussi quand même un panel de prises assez explosif, le Rolling Thunder, les coups de pied, donc ça aurait pu coller. Je voulais quand même préciser que durant l'entrée d'Angle, on nous montre une pancarte Angle is ECW, et juste à côté, il y a un papa qui est comme ça. À côté de son enfant montre la pancarte, donc ils font le gros plan et le papa il est comme ça, comme devant une étape du Tour de France. Donc je trouvais que c'était amusant tout de même à noter. Et Taz est trop content, encore une fois. Rob Van Dam arrive, il tape dans la main de tout le monde, sauf de 2 gamins. Il y a 2 gamins, ils sont là, vas-y, et il lui tape pas dans les mains, rien à faire les gars. Bon, finalement le match débute. Je sais pas si je vais vous donner tout le truc, mais j'ai noté quand même qu'à un moment, RVD écrase la tête d'Orton sur le bord du ring et Taz fait poum. Je trouvais ça cool. C'est une onomatopée que je ne connaissais pas en anglais. Poum, voilà. Sinon, Standing Moonsault, bon voilà, il y a tout le panel de prises de Rob Van Dam, la pub. Et bon, qu'est-ce que j'ai noté d'autre c'est le public qui scande quand même à Lita que c'est une craque en or. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Oui, donc il y a quand même des puristes, enfin entre guillemets, dans la foule qui tentent un petit peu comme ça des chants de panache. Moi j'aime bien quand on soutient la cause féminine, c'est une craque en or. Moi, je trouve ça bien. Justement, quand j'ai vu que c'était Albany, New York, je me suis dit, tiens, c'est une terre de catch, terre quand même de public assez chaud. Je pensais que le public allait être un peu plus réceptif que ça. Le public était pas génial. Très endormi. Alors, c'est la question que je me pose déjà depuis le précédent épisode. Est-ce que la ECW passe en direct après les enregistrements de SmackDown ou avant les enregistrements de SmackDown? Si c'est avant, alors là, je me dis c'est fou que le public soit mort à ce point. Si c'est après, je comprends, parce qu'ils ont déjà vécu effectivement 2 heures de SmackDown. Honnêtement, je n'ai plus l'info, il faudra la regarder. C'est une question que je me suis aussi posée par rapport à l'entrée. À l'entrée des mecs, comment est-ce qu'ils préconfiguraient ou reconfiguraient la salle après ou avant les enregistrements de SmackDown par rapport à cette petite entrée parce qu'il y a quand même tout le côté de la hardcam, on ne le voit jamais aussi avec les caméras fixes, enfin les petits bonhommes qui sont autour du ring. C'est toujours entrée ou face cam, oui. La hardcam, justement, change de côté pour la ECW. La hardcam est face entrée des catcheurs. Et le logo qui est sur le ring, ECW, est tourné vers l'entrée des catcheurs. Alors que d'habitude, la hardcam est de l'autre côté. Ah si, je vous jure, j'ai vérifié 3 fois. Ok. Le logo, il est quand le ring est filmé, on peut lire ECW. Oui, il y a écrit ECW, mais tourné vers l'entrée du ring. La hardcam, elle est de l'autre côté. La hardcam de la ECW, c'est l'entrée du ring, comme Monsieur Marx, comme ça, qui faisait ça. C'est pas vrai, mais je le dis quand même. Mais là, là, le plan ici, là, juste avant qu'il saute, là, on vient de l'entrée des catcheurs et on voit les commentateurs juste en face. Oui, les commentateurs sont en face et tu veux dire que l'entrée des catcheurs est la vraie entrée utilisée à SmackDown, c'est ça et derrière, quoi. Voilà. Ok. J'ai l'impression, en tout cas. Est-ce que ce sera la même chose la semaine prochaine? Je ne sais plus. Tout à fait. Ok. Enfin, je crois, je n'ai pas encore regardé. Joey Styles, pendant le match, quand même, sont trop heureux de tout ce qui s'est passé pendant le show et ils citent quand même Macho Libre et le Kelly Exposé. Donc, ça montre quand même leur attente et l'amour qu'ils peuvent porter à ce show. Donc, c'est Rob Van Dam qui fera le comeback. Je note qu'il tente de réveiller le public quand Angle lui passe le relais, mais tout le monde s'en fout. Il tente de mettre le feu avec son hot tag, mais ça réagit à peine. Finalement, Angle Slam sur Lita, RKO, coup de pied de Rob Van Dam, ça réagit un peu. Rollins Thunder contré par un saut chassé, petit chant ECW, 5-star frog splash de Rob Van Dam sur Edge et victoire après 12 minutes de match de l'équipe ECW. Un bon match de catch. Un bon main event, ouais. J'ai bien aimé ça. Et, après, ça renvoie à ce que j'ai dit en début d'émission, c'est que je pense qu'en termes de quel catcheur
ils peuvent faire gagner au niveau de la ECW, ça peut pas être en dessous de Angle et Rob Van Dam. Ce sont les deux seuls qui aujourd'hui, entre guillemets, auraient le droit de battre des mecs comme Edge et Orton. Oui, ou Big Show. Mais Ou bon, Big là, Show. c'est pas encore, évidemment, Il n'y a c'est pas de le match cas, avec le Big Show pour le moment, donc ça va. voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de match, il n'y a pas d'arbitre. Finalement, Ripley, Lita qui se fait contrer, Rob Van Dam frappe Edge avec le titre et Frog Splash, et Rob Van Dam et Angle se font un câlin à la manière des Eliminators à Barley Legal 97. Voilà. Et célébration type house show, un peu, je trouve, avec les deux faces qui montent sur les coins, qui crient. Ouais, ça, j'étais pas super fan. Ah, moi j'aime bien, ça c'est bon enfant, comment dire, on présente d'autres codes du catch qui sont moins des codes télévisuels. J'ai bien aimé, moi. Oui, c'était pas horrible. Après, ça fait 2 émissions et 2 main events qui n'ont absolument rien à voir avec la ECW originelle ou même nouvelle en quelque sorte. Parce que on l'a vu dans les One Night Stand, les matchs par équipe à la ECW, c'est pas ça. Et la semaine dernière, une bataille royale extrême qui n'avait jamais vu le jour du côté de la ECW. Donc on voit déjà quand même le chemin que va emprunter la WWE. Essayer de donner un petit peu de hardcore et d'extrême avec des Kelly Exposé ou du Sabu Mamalouk. Mais lorsqu'il s'agit de moments sérieux, c'est-à-dire le main event, lorsqu'il s'agit du main event, on revient à des choses entre guillemets plus classiques. Oui, mais après, d'une certaine manière, je trouve que cette structure, et je l'ai vraiment ressenti lors de l'émission de la semaine prochaine, que j'ai déjà regardé, hein, petit spoiler. Moi aussi, je peux le faire. Je trouve que ça donne une vraie structure qui met vraiment la lumière sur qui sont les stars. Après, le travail, c'est de construire de nouvelles stars, mais en tout cas, en tant que show, il y a le show qui dure 30-35 minutes et ensuite il y a le main event. C'est vrai, effectivement. Mais après, mine de rien, et ça, je pense qu'on sera d'accord tous les trois, ça se regarde super facilement. Exactement. Ah oui. Ouais. C'est plutôt bien rythmé. Bon, évidemment, ça ne dure qu'une heure, enfin 45 minutes. Mais ça reste un show qui est plaisant à regarder et qui, je sais pas si, c'est difficile à dire après 2 semaines, mais si ça nous rend accro, enfin, s'il y a ce côté un petit peu donnant envie de regarder la semaine suivante, parce que c'est vrai que là, par exemple, on n'a aucune promo à savoir ce qu'il va y avoir la semaine prochaine. On se doute qu'il va certainement y avoir un truc avec le Sandman, on se doute qu'il va y avoir un match hardcore, certainement d'une manière ou d'une autre, mais on a rien qui nous dit soyez là la semaine prochaine pour tel affrontement, par exemple. Après, on est à Il y a 3 jours. vengeance. Voilà, on est à 5 jours de vengeance qu'il faut vendre, qu'il faut builder. Pour moi, la ECW, c'était pas la plateforme pour le faire, mais si on se met à la place de ceux qui ont décidé de comment aller se structurer le show, ce n'est pas dénoué de tout sens. C'est comme ça qu'on dit? On dit ça? Peut-être pas chez nous, mais Dénué. dénué? Oui, dénoué, c'est Anyway, à Nantes. c'est Kelly. Moi, je pensais à Denouex, mais bon, tout bon. Reynald. Exact. Bon, bah voilà, en tout cas, ce deuxième épisode de la ECW sur Sci-Fi est passé. Encore une fois, c'était facile à regarder, plaisant. Dites-nous ce que vous en avez pensé, parce que j'en suis sûr, vous avez commencé à suivre et à revivre ou peut-être découvrir la ECW en notre compagnie. Et si ce n'est pas le cas, allez-y, profitez de nos commentaires, allez voir à quoi ressemble Gene Nedar. En réalité, Tony Malouk, non, DeVito, déguisé en match libre, ou allez voir ce petit main event, ne serait-ce que pour ce moment historique, parce que quand même, Orton Edge, première fois de l'histoire qu'ils font équipe, ça s'est passé à la ECW et vous l'avez découvert en notre compagnie dans le désormais célébrissime coffre. 3 minutes d'attente. Un catch! Ah ouais, il faut le temps d'arriver. Il y a ma canne. Vous voulez voir la canne à papy? Non. De toute façon, l'épisode est terminé, papy. Je vous la montre quand même. Oui, mais vous n'avez pas de webcam. Tant pis, je vais le montrer à l'infirmière. Madame, on n'est pas... Merci, papy. Écoutez, Yann, Alain, je vous salue bien bas. Je vais vous laisser dire au revoir, mais je dis d'ores et déjà au revoir à nos amis téléspectateurs. Bisous à tous.
Bah écoute, Christophe, écoute, mon cher Yann, c'était un plaisir, ce plaisir, une petite joie hebdomadaire de vous retrouver pour. Je me suis vachement pris au jeu. Les weekly, c'était pas quelque chose que je m'attendais à prendre Qui du m'intéressait. plaisir à reviewer. Bon, c'est peut-être la présence de l'exposé quand même qui m'aide à prendre ce plaisir. Mais c'est là, le bleu lui va. Le bleu lui va très bien. Ouais. Hashtag fromage. Oui, c'est vrai. Elle vient d'Auvergne. Donc voilà, je prends du plaisir chaque semaine à regarder le show et évidemment encore plus à le disséquer, l'autopsier et le commenter avec mes camarades. Merci à tous de votre présence sur cette chaîne et je vous salue bien bas. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous avez tout dit, mes amis. Donc, à la semaine prochaine pour le ECW du 27 juin 2006. Salut à tous. Et comme disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut!